je mène des recherches sur l'ensemble des groupes de soignants, que ce soit des infirmières, des manipulateurs radio, des personnes en oncologie, mais aujourd'hui je présenterai un travail qui porte spécifiquement sur le groupe professionnel qui est celui des médecins généralistes. Alors les médecins généralistes représentent un groupe professionnel qui est particulièrement en mauvaise santé. On sait que paradoxalement, c'est un groupe professionnel qui est victime de maladies cardiovasculaires à un taux plus important que le reste de la population. Ce sont des professionnels qui ont un taux de suicide plus élevé que le reste de la population, etc., etc., etc. Et en particulier, les médecins généralistes sont victimes de burn-out. Le burn-out conduisant chez eux, nous l'avons démontré lors d'une étude qui est parue l'année dernière, chez eux, le burn-out va conduire à des idéations suicidaires. Et on sait aujourd'hui, on connaît aujourd'hui tout un ensemble de causes qui conduit au burn-out chez les médecins, mais jamais, à ma connaissance, on a étudié le poids spécifique de le poids relatif, de chacun des stresseurs auxquels sont confrontés les médecins sur leur burn-out. Donc, un des objectifs de cette étude, c'était de comprendre parmi l'ensemble des stresseurs auxquels font face les médecins généralistes, quel est le poids relatif de chacun d'eux. Donc ici, on a dressé, à partir des études précédentes que j'avais menées avec ce qui s'appelait à l'époque des URML de médecins généralistes sur 8 régions de France, eh bien, on a dressé une liste de l'ensemble des stresseurs auxquels sont confrontés les médecins généralistes. Et la question était de savoir quels sont parmi les stresseurs qu'ils rencontrent ceux qui impactent plus ou moins sur le burn-out. Et puis, une variable qui n'a jamais, à ma connaissance, été étudiée au niveau quantitatif chez les médecins, c'est le poids de la confrontation à la douleur, le poids de la confrontation aux maladies chroniques des patients. Comment ça peut impacter sur leur fatigue compassionnelle et en même temps, est-ce qu'il y a chez eux une satisfaction compassionnelle du fait de pouvoir soigner efficacement les patients qui s'adressent à eux. Donc on a voulu faire le lien entre les stresseurs, la fatigue compassionnelle et comment à nouveau ça va agir sur le burn-out. Nous avons inclus dans ce travail une autre variable qui est les différentes facettes de l'empathie, mais l'étude ayant été menée en novembre, c'est un peu court pour analyser l'ensemble des résultats pour aujourd'hui, donc il faudra venir l'année prochaine ou m'inviter l'année prochaine pour que je présente la suite de ce travail. D'ailleurs, on a un projet avec SPS de continuer ce travail et de cibler plus précisément sur la question du suicide. Alors, la définition du burn-out que nous avons utilisée dans cette étude, c'est la définition qui est la plus utilisée lorsque l'on mène des recherches sur les soignants. C'est la définition de Maslach et Christina Maslach et Susan Jackson. Elles définissent le burn-out comme un syndrome psychologique qui est composé d'une première dimension qui est l'épuisement émotionnel. L'épuisement émotionnel, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le sentiment d'être vidé de l'ensemble de ses ressources, le sentiment de ne plus pouvoir répondre aux demandes de ses patients, c'est le sentiment d'avoir des émotions dysphoriques, le fait d'être totalement démotivé à faire son travail. Et ça s'accompagne d'un ensemble de troubles somatiques, des maux de ventre, un rhume dont on n'arrive pas à se débarrasser, etc., etc., etc. Donc l'épuisement émotionnel, première dimension, on considère aujourd'hui que c'est par cet épuisement émotionnel que démarre ce syndrome de burn-out. Et la deuxième dimension de ce syndrome, c'est ce qu'on va appeler la dépersonnalisation. Alors il ne s'agit pas de la dépersonnalisation comme on l'entend parfois en psychiatrie en France, qui consiste à avoir un sentiment d'étrangeté à soi-même, c'est pas ça du tout. Ici, la dépersonnalisation, c'est la dépersonnalisation de la relation à l'autre. Étant donné que je n'ai plus la force, je n'ai plus les ressources pour répondre aux exigences, aux demandes de mes patients, il y a une façon de faire face, une façon mal adaptée, mais une façon de faire face, c'est de mettre de la distance entre soi et ses patients. Donc, par exemple, je peux appeler mon patient non pas par son nom, mais je vais l'appeler par son symptôme. Je vais dire la prostate de la 18, le cancer du sein de la 32, etc., etc., etc. Une fois, un médecin généraliste me disait, si j'avais su, j'aurais été médecin légiste.
Bon, on peut considérer que c'est une forme de dépersonnalisation. Les Maccabées sont moins chiants que les patients qui viennent en ayant fait leur diagnostic sur Internet. Bon, etc., etc. J'ai mené des travaux avec l'ARS de Franche-Comté sur les maisons de retraite. On voit bien que dans les maisons de retraite, la dépersonnalisation la charge de travail, le burn-out vont conduire à dépersonnaliser les patients, ce qui va emmener à de la maltraitance. Donc, il y a une troisième dimension qui est la réduction de l'accomplissement personnel, mais on ne l'a pas pris en compte dans cette étude-là. Nous avons pris en compte uniquement l'épuisement émotionnel et la dépersonnalisation qui se mesurent avec une échelle qui a été validée dans tous les pays occidentaux et que nous avons validée récemment en français. Et puis, la fatigue compassionnelle, la fatigue compassionnelle, c'est une notion que l'on doit à un collègue états-unien qui s'appelle Fegley. Et la fatigue compassionnelle, c'est une fatigue qui vient du fait d'être confronté sans arrêt à la souffrance d'individus que l'on prend en charge. Donc Fegley l'a défini de cette façon: ce sont les comportements, ce sont les émotions qui résultent du fait de connaître un événement traumatisant vécu par un autrui significatif. C'est le stress qui résulte du fait d'aider ou de vouloir aider une personne traumatisée ou souffrante. Alors c'est vrai qu'un médecin, il peut avoir affaire à des personnes qui ont des souffrances chroniques, il peut avoir affaire à des personnes qui sont en fin de vie, qui sont atteintes de cancer, etc., etc., etc. Et ça, au niveau quantitatif, j'ai regardé l'ensemble de la littérature au niveau international, jamais je n'ai trouvé d'études quantitatives qui s'intéressaient à la fatigue compassionnelle chez les médecins. Donc ici, j'ai utilisé une échelle que j'avais validée précédemment lors d'une étude que j'avais menée pour l'Institut national du cancer il y a quelques années. Et puis, on s'est intéressé également à la satisfaction compassionnelle. Donc, quelle est la satisfaction du fait d'aider efficacement les autres? Et on va définir ici la satisfaction compassionnelle comme étant le plaisir que l'on va tirer du fait d'être capable de faire son travail efficacement lorsque on veut aider autrui. Donc finalement, voilà le schéma de notre étude. Donc comment les stresseurs agissent sur le burn-out et comment la fatigue compassionnelle agit également sur le burn-out. Quels sont les stresseurs qui agissent sur la fatigue compassionnelle? Alors, nous avons réalisé cette étude en novembre, comme je le disais, donc vous avez des résultats qui sont vraiment tout frais. Nous avons réalisé cette étude grâce à la société Vidal. La société Vidal a envoyé un email à tout un échantillon de médecins généralistes au niveau national. Dans cet email figurait un lien qui permettait d'avoir accès au questionnaire. Et donc, je tiens à remercier Catherine Hubert qui a favorisé l'envoi de ces questionnaires. Et nous avons 1654 réponses, sachant qu'on a bloqué le temps de réponse sur une dizaine de jours pour avoir les résultats pour aujourd'hui. Alors, parmi donc les résultats, il s'avère qu'il y a une différence entre les hommes et entre les femmes. Les femmes ont un degré d'épuisement émotionnel plus élevé que les hommes, mais ça, c'est un résultat que je trouve toujours dans les études chez les médecins. On l'attribue en partie au fait que les femmes ont des tâches ménagères, sauf chez moi, qui sont plus importantes que les hommes. Donc ça, mais on le retrouve systématiquement. Quand il y a un écart, les femmes ont un épuisement plus important, alors que les femmes travaillent moins que les hommes en nombre d'heures. Et ce qui est intéressant chez les médecins, c'est que quand ils vivent seuls, les médecins hommes et femmes travaillent autant les uns que les autres, mais dès qu'ils sont en couple, les hommes travaillent davantage, quelques heures en plus, et les femmes travaillent beaucoup d'heures en moins. Et un résultat que l'on trouve dans cette étude et que l'on retrouve dans à peu près toutes les études, c'est que la dépersonnalisation est moindre chez les femmes dépersonnalisent moins que les hommes. On l'attribue au fait que les hommes ont instrumentalisent davantage les relations, alors que les femmes ont
comment dire, un traitement plus affectif, plus maternant des situations. En tout cas, c'est un résultat que l'on retrouve systématiquement. C'est pas génétique, hein, on pense que c'est effectivement un problème, un facteur qui est culturel. Ce que l'on trouve encore, c'est que les médecins qui travaillent en cabinet de groupe sont moins atteints de burn-out et dépersonnalisent moins que les médecins qui travaillent seuls. Donc ça, c'est un résultat qui est important en termes de soutien social. En revanche, la charge de travail objective, c'est-à-dire l'amplitude horaire, le nombre de consultations, a un poids très mince. Ça explique même pas 1 ou 2% de la variance du burn-out. Donc c'est vraiment minime. Ça peut surprendre, mais dans toutes les études que j'ai 7-8 études au niveau national sur les médecins généralistes, chez eux, l'amplitude horaire a un poids très relatif. Pourquoi ? Bien, c'est parce que manifestement, le médecin sait dès le départ, quand il est en première année de fac, qu'il va être confronté à une amplitude horaire importante. Donc, ce n'est pas ce qui impacte le plus sur leur burn-out. Ça peut impacter sur la fatigue, ok, mais en tout cas, ce n'est pas le facteur le plus important à prendre en compte. Alors, en ce qui concerne les stresseurs, on a fait un travail qui consiste, à partir des 36 stresseurs qui étaient dans le questionnaire, à voir comment ces stresseurs-là formaient des grands facteurs, en faisant ce qu'on appelle des analyses factorielles exploratoires et confirmatoires. Bon, c'est de la soupe statistique, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais donc on trouve 4 grands facteurs. Le premier facteur, on n'est pas surpris, c'est la charge de travail. Donc on n'est pas surpris de trouver que puisque les médecins se plaignent régulièrement de la charge de travail, même si je dis, ça n'a pas... Ici, c'est la charge de travail perçue, hein, c'est plus la charge de travail objective. Donc nous avons des items comme bien le fait d'être sollicité en permanence, avoir un travail qui exige une concentration intense, faire face à des tâches administratives. Donc quand on côtoie des médecins, on sait que c'est quelque chose dont ils se plaignent régulièrement. Le fait d'être interrompu. Alors le fait d'être interrompu, c'est un stresseur qui revient régulièrement dans toutes les professions que l'on peut étudier, que ce soit des opérateurs d'usine, que ce soit des cadres, que ce soit des soignants, etc. Au niveau des enquêtes européennes réalisées par la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de travail, il y a plus de 60% des salariés, des personnes enquêtées qui se plaignent d'être interrompus sans arrêt. Là, je viens de terminer une étude sur le suicide en milieu agricole et à nous, même les agriculteurs, les exploitants agricoles se plaignent de ce genre de stresseurs. Avoir des temps de pause insuffisants, etc. Le second stresseur qui est le plus important, on n'est pas surpris non plus, c'est les relations compliquées avec les patients, donc des patients qui sont non observants, non compliants, qui arrivent en ayant fait leur diagnostic sur Internet, qui ont des demandes excessives, qui arrivent en retard aux consultations, qui ne viennent pas aux consultations, etc. Et puis, la troisième grande catégorie de stresseurs, eh bien, c'est ce que j'ai appelé pour le moment le travail empêché, c'est le sentiment de mal faire son boulot, de ne pas pouvoir bien faire son travail. Donc, avoir tellement de travail qu'on ne peut pas tout faire convenablement, avoir le sentiment qu'on fait des choses qui devraient être faites autrement, ne pas avoir suffisamment de temps pour l'éducation thérapeutique du patient, ne pas avoir suffisamment de temps pour le soutien psychologique des patients, etc. Donc vraiment, je n'arrive pas à bien faire mon travail tel que je l'aurais souhaité. Et puis, la quatrième catégorie de stresseurs que l'on a dans cette étude, eh bien, c'est un sentiment de frustration. Je ne peux pas partir en formation à cause de mon boulot, à cause du fait d'avoir trop de travail. Je n'arrive pas à développer mes compétences telles que je le voudrais. Je n'arrive pas à acquérir de nouvelles compétences. Je me culpabilise quand je pars en vacances. J'ai du mal à trouver des remplaçants. Donc, voici 4 grandes catégories de stresseurs. Maintenant, la question, c'est comment ces stresseurs-là vont agir sur les 2 dimensions du burn-out que nous avons pris en compte ici, à savoir l'épuisement émotionnel et la dépersonnalisation. Alors, sur l'épuisement émotionnel, donc la dimension la plus centrale du burn-out, eh bien, si on prend les quatre stresseurs, c'est le sentiment de ne pas pouvoir bien faire son boulot qui impacte le plus sur l'épuisement émotionnel. Donc, c'est pas à nouveau la charge de travail, c'est
Je ne fais pas mon boulot comme j'aimerais pouvoir le faire et c'est ça qui enclenche le plus l'épuisement émotionnel. Le deuxième facteur qui a le plus de poids sur le burn-out, sur l'épuisement émotionnel, c'est le sentiment d'être frustré par son boulot. Le troisième facteur, c'est enfin la charge de travail, mais vous voyez que le poids, pour ceux qui font des stats, le bêta, il est à 0,07, donc sur un échantillon de 1600 personnes, c'est vraiment pas grand-chose. Et les relations avec les patients arrivent seulement après. Donc ici, vraiment, si on veut travailler sur améliorer la qualité de vie au travail des médecins, il y a sans doute à réfléchir sur cette question du travail empêché, sur cette question de la frustration. Si on regarde la deuxième dimension du burn-out, la dépersonnalisation, c'est-à-dire le fait de mettre à distance les patients, d'avoir des attitudes négatives, voire stigmatisantes vis-à-vis d'eux, eh bien, si on regarde à nouveau, décidément, si on regarde à nouveau nos 4 stresseurs, eh bien, c'est à nouveau le travail empêché qui impacte le plus sur la dépersonnalisation, suivi de la frustration, suivi des relations avec les patients, mais surprise, la charge de travail eh bien, a un lien négatif avec la dépersonnalisation, c'est-à-dire que plus on travaille, plus on perçoit qu'on a une charge de travail importante, moins on dépersonnalise les patients, comme si finalement il y avait un phénomène d'engagement professionnel qui fait que je m'engage professionnellement et je perçois que je m'engage professionnellement et finalement, eh bien, ça m'amène à avoir des relations plus proches avec les patients. Et j'avais mené une étude il y a, c'était publié en, je ne sais plus, 2008, je crois, dans Psychological Reports, où on voyait que les médecins qui avaient une identité professionnelle engagée, militante, étaient moins atteints de burn-out que les médecins qui voulaient faire 9-17, qui avaient une identité professionnelle plus recentrée sur leurs loisirs. C'est une étude qui est encore disponible. Alors maintenant, sur la satisfaction compassionnelle, eh bien, on va avoir mutatis mutandis, comme dit l'autre, les mêmes résultats, c'est-à-dire que c'est bien le travail empêché qui fait qu'on a moins de satisfaction de satisfaction compassionnelle, on est moins satisfait de faire son boulot, avec la frustration, donc les résultats sont cohérents, si on regarde le burn-out, si on regarde maintenant la satisfaction de faire son travail. Les relations avec les patients diminuent la satisfaction compassionnelle et on voit à nouveau que la charge de travail va augmenter la satisfaction compassionnelle. Plus j'ai la sensation que je suis engagé dans mon boulot, eh bien, plus je vais avoir de satisfaction compassionnelle. Enfin, le dernier résultat pour le moment, les résultats sur l'empathie, je n'ai pas encore tout vraiment traité avec les dimensions de l'empathie, mais si on regarde la fatigue compassionnelle, eh bien, on va retrouver encore les mêmes résultats. C'est le travail empêché qui joue le plus sur la fatigue compassionnelle. Alors, c'est pas le travail empêché en tant que tel, évidemment, qui joue sur la fatigue compassionnelle, mais c'est le fait d'être confronté, quand je suis confronté à la souffrance des patients, le fait d'avoir du travail empêché va engendrer de la fatigue compassionnelle, à nouveau la frustration, à nouveau les relations avec les patients, et la charge de travail va diminuer ce sentiment de fatigue compassionnelle. Alors, en conclusion, eh bien, on peut dire que, comme je l'ai dit précédemment, c'est sans doute pas la question de la charge de travail qui est, contrairement à ce qu'on peut imaginer, le facteur le plus important chez les médecins généralistes, c'est autre chose. Il faut regarder du côté du travail empêché, du côté de la frustration. En fait, les différents travaux, les différentes recherches que je mène montrent que chaque groupe professionnel est réputé frappé par un stresseur particulier. Et on imagine que les pompiers sont stressés parce qu'ils vont désincarcérer des gens qui sont écrasés dans des voitures. On imagine que c'est le stresseur spécifique aux sapeurs-pompiers. Eh bien non, chez les sapeurs-pompiers, ils sont satisfaits d'être confrontés à ce genre de situation. Ils ont l'impression de bien faire leur boulot. Chez les infirmières en psychiatrie, j'ai mené plusieurs études là-dessus, on imagine que la confrontation à la douleur, à la mort est un stresseur qui va impacter énormément sur eux. Je ne dis pas que ça n'impacte pas sur eux. On a interviewé des infirmières qui pleuraient quand on les interviewait.
Mais si on regarde le lien avec le burn-out, c'est lié inversement au burn-out, c'est-à-dire la confrontation à la douleur, à la mort, donne du sens à leur boulot. C'est pas ça qui les stresse. Et les médecins, on imagine que les médecins généralistes sans arrêt ont dit ce qui les stresse, c'est l'amplitude horaire, ce qui les stresse, c'est la judiciarisation, etc., etc. Pas du tout, c'est pas ça qui les stresse. Je ne dis pas à nouveau que ça ne les fatigue pas, mais c'est pas là où il faut chercher si on veut améliorer leur qualité de vie au travail. Et on sait que la qualité de vie au travail du soignant a un impact sur la qualité que ressent le patient lui-même. Voilà, je vous remercie de votre attention.